je suis la directrice de la recherche et du transfert au CRISPECH. Je suis très heureuse de vous accueillir ce matin pour ce panel qui est intitulé « Accessibilité universelle, représentation enseignante et pédagogie incarnée en éducation inclusive au postsecondaire ». Le panel sera animé par Christine Morin, qui est enseignante au Cégep du Vieux-Montréal et chercheuse au CRISPECH. Avant de laisser la parole à Christine qui présentera les panélistes, je voudrais simplement vous communiquer quelques informations. Tout d'abord, les sous-titres en anglais sont disponibles normalement. Il suffit d'activer la fonction sous-titres dans la barre Zoom. Je tiens à vous informer tout de même que le sous-titrage est le fruit de l'intelligence artificielle et vous verrez à quel point les êtres humains ne sont pas prêts d'être remplacés par des machines. Donc, si vous trouvez que c'est plus perturbant pour vous de suivre les sous-titres que de nous suivre en français, n'hésitez pas à les mettre sur off. Mais n'hésitez pas non plus à poser vos questions en anglais dans le Q&R, questions et réponses. Nous pourrons en assurer la traduction au besoin. Nous aurons une période de questions à la fin du panel. Je vous encourage donc à écrire vos questions, encore une fois, dans la section Q&R plutôt que dans le clavardage. Et les panélistes pourront y répondre après leurs échanges. Je me ferai un plaisir de rapporter vos questions aux panélistes. Sur ce, je vais laisser la parole à Christine et je vous souhaite un excellent panel. Christine, la parole est à toi. Merci, Émilie. Bonjour tout le monde. Il me fait plaisir d'animer ce panel aujourd'hui sur les questions entourant l'accessibilité universelle, l'attitude des enseignants, les représentations enseignantes en lien avec la diversité et la pédagogie inclusive. Je vais commencer par vous présenter les panélistes avec nous aujourd'hui. Marie-Pierre Brousseau, elle est étudiante en musique au Cégep Marie-Victorin. Elle est également co-chercheuse pour un projet de recherche PAREA qui porte sur le développement d'une approche d'autonomisation réflexive métacognitive de l'inclusion de la diversité pour les enseignants du collégial. Madame Carole Lagrenade, qui est avec nous, est professeure du collégial à la retraite et actuellement chargée de cours à Performant, associée à l'Université de Sherbrooke. Monsieur Sylvain Lemay est conseiller au Bureau de l'inclusion de l'Université du Québec à Montréal. Il est également membre de la Commission des droits de la personne et de la jeunesse. Madame Catherine Rouleau est professeure au département de philosophie du Cégep du Vieux-Montréal. Elle s'intéresse aux enjeux d'inclusion touchant la communauté LGBTQ+. Elle a créé un cours complémentaire qui est sur l'identité de genre au Cégep du Vieux-Montréal et elle fait également partie de la communauté LGBTQ+. Et finalement, Isabelle Vachon, doctorante en éducation, elle est professeure de sociologie au Cégep en Abitibi-Témiscamingue. Elle participe à un laboratoire vivant sur la pédagogie inclusive des étudiantes et étudiants issus de l'immigration ainsi qu'à une communauté de pratique avec l'Institut de recherche sur l'intégration professionnelle des immigrants, donc l'IRIPI, au Collège Maisonneuve. Donc, bienvenue à tous. L'objectif de ce panel, c'est d'échanger ensemble, d'avoir des discussions autour du thème aujourd'hui, qui est donc l'accessibilité universelle, représentation enseignante et pédagogie incarnée en éducation inclusive au postsecondaire. Je veux juste nous mettre un peu dans le contexte. Les marqueurs de diversité étudiante au collégial augmentent et se complexifient. Les enseignants doivent s'ajuster à cette nouvelle réalité. Donc, on va parler de comment ça se fait depuis une dizaine d'années, comment ça pourrait se faire dans le futur. L'inclusion en éducation vise à contrer les discriminations et assurer l'équité et la plus grande participation sociale pour chacun. Donc, c'est pour ça qu'on voulait parler aujourd'hui d'accessibilité universelle au niveau des attitudes enseignantes face à la diversité et face à l'inclusion de cette diversité. Juste pour remettre les choses en perspective, vous allez avoir dans le PowerPoint qui accompagne ce panel des définitions, mais l'accessibilité universelle vise à permettre à toute personne, quelles que soient ses capacités, de bénéficier des mêmes opportunités et d'une expérience de qualité de manière autonome. Donc, c'est souvent associé à l'environnement physique, mais ça englobe également l'environnement social. Et quand on parle de l'enseignement et de la classe, la salle de classe, bien, on parle aussi d'échanges de communication et des relations qui sont tissées entre les enseignants et la diversité étudiante. Donc, c'est un petit peu autour de ça qu'on aimerait discuter aujourd'hui. Et je vais lancer tout de suite la première question aux panélistes.
Donc, il y a déjà de ça plus de 10 ans qu'on a une augmentation de la population ici de la diversité ou qui présente un ou plusieurs marqueurs de diversité au collégial. Donc, avez-vous observé une évolution de la posture enseignante en matière d'inclusion au collégial au cours justement de ces 5-10 dernières années? Et si oui ou non, comment on explique ce qu'on peut constater sur le terrain? Qui voudrait prendre la parole? Je vous invite à y aller. Carole, est-ce que tu voudrais commencer? Donc, il y a eu une évolution, oui, depuis une dizaine d'années, assurément. Les choses ont changé, je pense entre autres parce qu'il y a beaucoup plus d'informations maintenant qui circulent qu'auparavant. Avant, moi, je m'intéresse davantage aux étudiants en situation de handicap et particulièrement les étudiants en situation de handicap non visible. Peut-être que mes collègues Catherine et Isabelle pourront me reprendre par rapport à leur champ d'intérêt, mais en tout cas, en ce qui concerne les étudiants en situation de handicap, il y a quand même une plus grande ouverture. Au départ, c'était l'intégration. Alors, il fallait accepter les accommodements et c'était tout. On n'avait rien à dire comme enseignant. Et puis ça dérangeait dans le fond parce que les enseignants se disaient, ben, c'est moi qui suis le maître de ma classe, qu'est-ce que je peux faire? Est-ce que je peux intervenir? Est-ce que je peux refuser? Il me semble que telle chose n'a pas de bon sens. Et là, de plus en plus, les enseignants peuvent prendre leur place parce qu'ils sont plus informés aussi sur l'éducation inclusive, sur les stratégies d'éducation inclusive. Alors, il y en a peu à peu qui changent leur pratique, qui s'installent des communautés de pratique. Alors, pour moi, ça va vers un meilleur horizon que ce qu'on a connu il y a 15 ans en arrière, quand en 2006, je pense que le gouvernement a reconnu les situations de handicap non visibles comme pouvant faire partie des situations qui pouvaient, auxquelles on pouvait octroyer des accommodements. Voilà. Donc, en opposition à traditionnellement les types de situations de handicap qui étaient plus sensorielles ou visibles, justement, là? Exactement. Ça, c'était beaucoup moins remis en question. Quoique, on a eu, je dirais, moi-même, j'ai connu au début des années 2000, par exemple, des étudiants qui arrivaient avec un traumatisme crânien. C'était pas évident, mais c'est surtout, je dirais, le discours ambiant qu'il y avait, c'était, mais c'est dommage, mais peut-être qu'on devrait les orienter vers autre chose qui correspond plus à leur capacité. On ne comprenait pas qu'en changeant quelques petites choses, bien, ces étudiants avaient tout à fait la capacité de passer au travers les études collégiales, obtenir un diplôme ou aller à l'université et ne pas finir sur l'aide sociale parce qu'ils n'ont pas pu avoir de titre professionnel ou de technicien. Donc, peu à peu, ça a commencé à changer aussi parce que je dirais que de plus en plus d'enseignants qui ont des enfants qui sont en situation de handicap non visible, qui vivent ça dans leur quotidien ou dans les ordres d'enseignement précédents, donc ils comprennent davantage qu'est-ce que nos jeunes au cégep vivent. Donc, au niveau des situations de handicap, une évolution pour les enseignants de la posture, de l'intégration vers l'inclusion, c'est ce que j'entends, Carole. Oui, je pense, oui. Catherine, si je relance la balle dans ta direction, au niveau de l'évolution, peut-être plus au niveau de l'inclusion, quand on parle de communauté, par exemple, LGBTQ+. Bien, mon impression, après une recherche que j'avais faite au Cégep du Montréal sur le sujet, c'était que c'est la voix des étudiants. Puis la littérature le dit aussi, les étudiants sont plus vocaux. Ils vont vouloir être entendus. Puis les professeurs, bon, c'est sûr, dans la foulée du mouvement MeToo, toutes sortes d'affirmations, c'est un peu adjacent, mais quand même, les étudiants sont là puis demandent de la part de leurs profs qu'ils s'adaptent. Puis je crois que les profs sentent cette pression-là qui est évidente, puis sentent qu'ils ont la responsabilité d'assurer, mais n'ont pas toujours la capacité de le faire. Donc, ont besoin d'être formés, puis aussi ont l'impression que la charge de travail est lourde, que les étudiants trouvent que ça ne va pas assez vite leur adaptation, mais que pour eux, ça va déjà vite de s'adapter à cette nouvelle culture étudiante où
on est plus visible comme personne de la communauté LGBTQ. Mon impression. Donc, on peut dire que, parce que là, Catherine, tu parles du mouvement MeToo qui a été comme adjacent à peut-être une foulée de revendications pour différents groupes sociaux aussi, groupes minoritaires dont la communauté LGBTQ+ fait partie. Puis effectivement, est-ce qu'il y a 10 ans, à ta connaissance, il y avait cette réflexion-là en termes d'inclusion de ce groupe-là chez les enseignants du collégial, ou c'est quelque chose qui est vraiment très, très, très récent? Parce que c'était plus présent dans certaines disciplines, comme mettons en travail social ou dans des disciplines qui sont déjà dans cette comme perspective d'ouverture par rapport à ces communautés-là. Mais là, je pense que ce qui est nouveau, c'est que ça va se présenter dans les cours de bio, puis dans les cours de toutes sortes de disciplines où ça ne se présentait pas nécessairement avant. Donc, tous les profs sont touchés par cette demande-là de reconnaissance et d'inclusion. Puis ce que j'entends, c'est qu'ils sont un peu poussés par les étudiants. Donc, la transformation de la posture enseignante, de ce que je comprends de tes propos, c'est que ça vient du besoin des étudiants qui est exprimé. Oui, puis au Cégep du Montréal, c'est sûr qu'on est dans un Cégep où il y a beaucoup d'étudiants qui sont revendicatifs, qui ont cette posture-là par rapport aux professeurs. Donc, peut-être que ça va peut-être plus vite dans certaines institutions que d'autres aussi. Ça, je ne sais pas. Peut-être que d'autres pourraient répondre. Isabelle, si je te relance la balle, pour toi, l'évolution de la posture enseignante face à l'inclusion de la diversité? Ben moi, je pense que l'arrivée des services adaptés, ça a quand même amené à la base les enseignants à se tourner vers leurs étudiants, leurs besoins. Tu sais, ça a eu quand même du positif dans ce sens-là, de réaliser que peut-être que mes étudiants vivent des choses que je dois prendre en considération. Donc, je pense que ça a été une première étape intéressante. Maintenant, on se rend compte que c'est pas suffisant, puis il faut ouvrir un peu plus. Je m'intéresse aux étudiants issus de l'immigration et aux étudiants internationaux aussi. Puis, c'est sûr qu'on se rend compte que ça se limite d'avoir accès à des services adaptés ou qu'on sort l'étudiant de la classe pour aller faire son examen. On l'étiquette, on le stigmatise de cette façon-là. Donc, l'approche inclusive, je pense que de plus en plus, on va aller vers ça. Puis, c'est un processus, ça, c'est une façon de penser les choses différemment. Puis c'est pour ça que je trouve intéressant aussi d'être dans une communauté de pratique, un laboratoire où on travaille ces questions-là, puis on y réfléchit ensemble parce que chaque prof dans sa discipline a un travail sur lui-même à faire sur une posture. C'est long, c'est un cheminement. C'est pas une liste à cocher non plus. Là. Il faut vraiment y réfléchir, puis à chaque élément, aller un peu plus loin dans cette réflexion-là. Mais à la base, c'est d'avoir accès à des services juste si on a un diagnostic. C'est compliqué quand même, c'est une structure. Donc, de plus en plus, je vois des enseignants au niveau du cégep de se dire, qu'est-ce que je peux faire pour inclure davantage, avoir une posture vraiment inclusive. Mais c'est ça, c'est un long chemin, un cheminement. Puis j'aurais le goût de rajouter à ça, puis je vais après ça relancer la balle vers Marie-Pierre et Sylvain. J'aurais le goût de rajouter à ça qu'il y a beaucoup de changements qui sont en train de survenir. Donc, tu parles là, comment je peux rendre ma classe plus inclusive. Ça soulève aussi des réactions de la part des étudiants, de certains étudiants qui sont habitués d'avoir un fonctionnement X, Y, Z. Sylvain pourra peut-être rebondir là-dessus. Je sais que dans sa position de conseiller au Bureau de l'inclusion, c'est quelque chose dont il a été témoin. La transformation des pratiques inclusives, je ne sais pas si Sylvain, tu veux prendre la parole là-dessus. Ça peut brusquer certains étudiants qui se disent « j'avais des accommodements avant, puis là, on est dans une perspective plus inclusive, puis là, les accommodements tombent, par exemple. » En fait, on devrait se poser la question si, comme société, on a favorisé la création de personnes en situation de handicap. Parce que si on est dans un modèle social du handicap, ce sont nos pratiques qui créent la situation de handicap. Si je crée des escaliers, je crée des personnes handicapées en fauteuil roulant. Si je crée des rampes,
Je crée des services accessibles à la poussette de bébé, à la personne âgée, au livreur, à la livreuse et à la personne en fauteuil roulant et au vélo y compris. C'est cette idée-là. Mais dans l'évolution, on est passé d'un modèle en 1985 dans le milieu universitaire à l'UQAM. Le service a vu le jour et découlait des obligations légales de la mise en place de l'Office des personnes handicapées et de l'Année internationale des personnes handicapées. Et cette année, c'est les 25 ans de la Semaine des personnes handicapées. Donc, ça tombe bien. On peut constater qu'il y a eu une évolution. Ce n'est pas parfait, mais ce que soulevait tout à l'heure ma collègue, Mme Lagrenade, pardon, et Catherine Rouleau, c'est que l'évolution de l'identité unique, c'est-à-dire je suis une personne handicapée, est le plus sa raison d'être dans un monde d'une société où c'est la diversité qui est au cœur de nos pratiques. On est beaucoup plus des individus, hommes, femmes et autres, avec une construction identitaire fragmentée. Je suis une personne handicapée en fauteuil roulant, mais je suis également une personne du mouvement LGBTQ+. Donc, je ne suis lequel est le plus handicapant pour moi, lequel me cause plus de défis au quotidien. Et les étudiantes sont aux prises dans ce même défi-là. Et peut-être, pour rebondir sur ce que Isabelle Vachon disait tout à l'heure, l'idée de l'inclusion amène l'idée d'une réussite pour tous et toutes. C'est-à-dire, si la bonne pratique que je fais pour un étudiant ou une étudiante handicapée ou en situation de handicap, peut-être que ça va être valide aussi pour un étudiant ou une étudiante étrangère qui ne maîtrise pas bien la langue, qui va peut-être stresser à une passation d'examen. Donc, si mon examen est plus dans une période de 3 heures, mais je donne à tout le monde 3 heures, mais en réalité, c'est un examen d'une durée de 2 heures, je suis dans l'approche de la réussite. Et la réussite est encore plus grande parce que je ne connais pas, honnêtement, un enseignant ou une enseignante qui ne voudrait pas avoir un meilleur taux de réussite et de diplomation au final. Donc, si on aborde ça dans l'idée de cette diversité-là, et la question que vous souleviez, Christine Morin, est importante, c'est que si j'ai été habitué dans une construction identitaire où je suis retiré de mon groupe court, quand je vais vouloir amener une pratique inclusive, peut-être que mes mécanismes qui sont basés sur une fausse sécurité vont devoir être amenés tranquillement à s'estomper. J'aurai un accompagnement à faire avec le personnel enseignant dans l'idée que la société change, que la diversité est au cœur de nos pratiques et j'aurai également le même travail à faire avec les groupes étudiants, c'est-à-dire à les accompagner, ceux qui sont peut-être de la première garde, à des idées de pratiques qui sont différentes, mais beaucoup plus inclusives et beaucoup plus au cœur d'une meilleure intégration sociale et d'un meilleur vivre ensemble. Oui, merci Sylvain. Ça m'amène plein d'autres questions. J'ai envie, avant de les soulever, ces questions-là, de laisser la parole à Marie-Pierre Brousseau. Marie-Pierre est étudiante au collégial. Elle est en train de se former pour son deuxième programme de formation. Marie-Pierre, si je te laissais la parole sur les transformations dont toi, tu as été témoin à titre d'étudiante qui a un handicap visuel. Donc, je ne sais pas si tu pourrais témoigner de cette posture-là, de ce que tu constates au niveau de l'évolution des pratiques en inclusion chez les enseignants. C'est sûr que moi, je suis jeune, là, fait que j'ai pas de l'expérience non plus de 10 ans, 20 ans. J'ai 21 ans, fait que c'est sûr que c'est ça. Moi, c'est sûr que j'ai vu une différence parce que juste par rapport aux commentaires qu'on entend, même si j'étais jeune, c'est sûr que je me rappelle de certains commentaires que j'ai pu avoir, que maintenant, si tu les as, il y a beaucoup plus de malaise. Puis, j'ai pas nécessairement d'exemple maintenant, mais tu sais, je sais, il me semble qu'il n'y a pas longtemps, justement, j'ai eu un commentaire d'une enseignante, puis il y a même un étudiant qui a pris ma défense, entre guillemets, là, par rapport à ça. Fait que, tu sais, c'est sûr que je pense que c'est comme vraiment un mouvement de société aussi qui change, puis même par rapport à d'autres marqueurs de diversité, je pense que les mentalités changent aussi, puis ben, que le monde y soit d'accord ou pas, j'ai l'impression que vu que ça affecte plus les gens, vu que les gens parlent plus, justement, je sais plus c'est qui disait ça, mais je trouve aussi que, tu sais, avec les réseaux sociaux, avec toute la surexposition de certains événements qu'on peut avoir, puis tout ça, les nouvelles vont vraiment plus vite, puis les gens s'insurgent plus facilement parce que l'information est peut-être plus présente, puis c'est ça, je pense que les gens sont comme plus connectés, se sentent plus
interpellés par certaines situations. Puis, c'est ça, je pense qu'il y a certaines affaires qui se disent plus. Il y a certaines actions aussi qui se font plus. Les enseignants, maintenant, ils vont tout le temps comme plus se justifier. En tout cas, de mon expérience, j'ai vraiment l'impression que ils vont comme plus faire d'efforts parce qu'ils savent maintenant que ça a une plus grosse portée peut-être d'inclure quelqu'un ou justement de ne pas l'inclure. Fait que, ouais. Sans nécessairement vouloir l'exclure, oui, effectivement, Non, c'est parce ça. que je ne pense pas qu'il y a un enseignant Non. qui se dit « Ah, j'ai le goût d'exclure une portion ». Non, exact. Puis ça soulève un peu ce que Sylvain venait de dire, Marie-Pierre, quelque part, ça me fait penser à comment l'information circule, autant pour les étudiants, la connaissance de leurs droits est plus grande aujourd'hui parce que l'accès à l'information est vraiment facilité par l'Internet notamment, par les regroupements. Et donc, en même temps, je me pose la question, comment pour les enseignants, l'information est-elle accessible au niveau des meilleures pratiques en inclusion, au niveau aussi de qu'est-ce qui se fait avec quel groupe minoritaire, par exemple, ou quel marqueur de diversité. Donc, je ne sais pas si quelqu'un aurait le goût de rebondir là-dessus par rapport à justement cette information-là. Si je suis enseignante ou enseignant, comment je fais pour me renseigner sur les pratiques par rapport à la communauté LGBTQ+. Traditionnellement, on connaît peut-être mieux les étudiants en situation de handicap au collégial, mais il y a des groupes qui sont peut-être moins, avec lesquels les enseignants sont peut-être moins habitués ou sentent qu'ils ont moins de zones de confort. Comme tu as parlé des questions LGBTQ, j'ajouterais quelque chose, je ne sais pas si ça va exactement répondre à ta question, mais moi, ce que j'ai entendu de la part de certains profs, c'est qu'ils ont l'impression de marcher sur des œufs et de ne plus avoir droit à l'erreur. Donc, tu sais, qu'il y a une volonté de s'adapter puis de transformer leur pratique, mais ça vient avec un stress de, ben là, je vais-tu me tromper? Puis une prof qui exprimait ça dans un focus group, elle disait, le nombre de mines sur lesquelles on peut piler en classe est rendu énorme, vraiment comme une pression. Puis ça, je l'entends aussi de la part de collègues. Ça passe de toutes sortes de façons, par l'humour parfois, mais aussi par des vraies préoccupations, des vrais stress. De dire, ben là, je vais aborder un sujet là, en classe. Comment je le fais? Fait que, puis, je pense qu'une piste de solution, c'est vraiment des avertissements de contenu, d'avertir de ce dont on va parler, d'avertir aussi un peu pour les professeurs de qu'est-ce qu'on ne sait pas. Pas faire semblant qu'on sait. C'est une posture intéressante mais ça ne va pas directement dans la réponse que tu cherchais, je pense, Christine. Bien, il n'y a pas de... C'est parfait. Je pense que ce que tu soulèves, Catherine, avec de dire une posture un peu d'humilité, qu'est-ce qu'on ne sait pas, je pense que c'est quelque chose qui peut s'appliquer dans tous les jours, aussi dans notre quotidien professionnel et personnel, mais je trouve que c'est un angle intéressant et sans dire que ça répond à tout, là, parce qu'effectivement, il y a une préoccupation d'avoir assez d'informations aussi pour pouvoir peser le pour et le contre des choix qu'on fait en classe, mais la question de savoir où on accède à cette info-là, puis comment on peut mieux comprendre ce qu'on fait avec les étudiants, puis avec toute la diversité dans notre groupe de classe. La question est quand même lancée. Je ne sais pas si Isabelle, tu veux rebondir. Ben oui, j'allais dire justement de faire preuve d'humilité puis de le dire aux étudiantes qu'on va faire notre possible, puis si on fait des erreurs de nous. Tu sais, je pense que quand on a cette attitude-là, déjà, on montre qu'on les prend pas de haut, puis qu'on est sensible à leur réalité, là, tu sais. Donc, ça, c'est un aspect. Puis côté formation, ben c'est sûr que l'affaire, c'est que c'est au bon vouloir. Au niveau cégep, on n'est pas obligé d'avoir une formation en pédagogie. On a plein de webinaires. Là. C'était le fun dans la dernière année. Pour ça, il y en a eu vraiment beaucoup. Ça a été l'aspect positif. Mais il n'y a pas d'obligation de suivre des formations. La seule, je
pense que le seul levier au niveau de former les enseignants à des approches inclusives, c'est pendant l'approbation. Parce qu'une fois que l'approbation est passée, là, on est syndiqué, on n'est pas obligé de suivre des formations, on n'a pas d'ordre professionnel. Donc, c'est vraiment ça, mais c'est ô combien important. Puis, je pense que les cégeps organisent souvent, les conseillers pédagogiques vont organiser des activités de formation, mais elles ne sont pas obligatoires. On a la QPC, on a des possibilités, mais c'est jamais une obligation, finalement. Donc, ce que j'entends, pas d'obligation de formation, de mise à jour pour les profs, mais ça pourrait aider de faire ces mises à jour-là pour justement s'ajuster aux changements de visage dans notre diversité étudiante. Tout à fait, c'est sûr. Carole? Je ne vais pas commenter très longuement la question de l'obligation de formation. Je vais juste dire que pour moi, c'est incroyable. Je veux dire, je trouve ça scandaleux. Toutes les professions ont une obligation de formation continue. Est-ce que la profession enseignante, ce n'est pas une profession? C'est la question que je pose. Mais je vais parler d'autre chose parce que ce n'est pas notre sujet. Je voulais dire que, en fait, ce sont des étudiants qui m'ont expliqué qu'est-ce que c'était une situation de handicap non visible. Moi, je ne comprenais absolument pas ça. Je ne connaissais pas ça. Et puis, je donnais un cours de mise à niveau. Et là, je voulais bien faire en obligeant tous mes étudiants à écrire leur dictée, imaginez-vous, à des dyslexiques. Donc, j'étais pleine de bonne volonté. Et puis là, j'avais des étudiants, entre autres, qui venaient de l'école Vanguard et qui m'ont expliqué qu'est-ce que c'est être dyslexique, qu'est-ce que c'est avoir un trouble déficitaire de l'attention, qu'est-ce que ça implique dans la vie, qu'est-ce que ça implique dans les apprentissages. Ce sont eux qui m'ont sensibilisée. Quand on parle tout à l'heure d'humilité, si je m'étais braquée puis j'avais dit non, 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 là, écoutez, dans la vie, il faut que vous appreniez à chercher dans le dictionnaire et à écrire sans l'aide d'antidote. C'est comme ça, c'est normal, ce qui est faux, là, parce que tout le monde qui est dans le milieu de travail utilise antidote, là, ou presque. Donc, si je m'étais braquée, là, ben, je serais encore il y a 20 ans en arrière. Puis probablement que j'aurais arrêté d'enseigner bien avant parce que j'aurais été dépassée. Donc, je trouve ça important ce qui a été dit d'être à l'écoute des étudiants. Quant aux formations, je pense qu'il faut que les collèges soient à l'écoute des besoins des enseignants. Puis les besoins des enseignants, là, c'est pas, tu sais, de passer toute une carte, tu n'es déjà pas trop convaincu. Vas-tu aller t'asseoir pendant une journée pour écouter des gens comme dans un symposium aujourd'hui? Moi, comme j'ai écrit dans notre préparation, moi, je suis prête à parier là, des représentations sociales des gens qui sont au symposium. Là. Je ne pense pas que c'est eux autres qu'on a besoin de convaincre au départ. Mais ceux qu'on a besoin de convaincre, peut-être des fois des petites capsules, des outils qui sont mis en ligne par la direction, une ouverture aussi au travail interprofessionnel, puis faire comprendre, bien, ça va te faciliter la vie, mon ami. Tu sais, ça va être vraiment plus facile dans ton cours, ça va être moins stressant si tu fais ça ou si tu fais ceci ou si tu utilises ça. Tranquillement, pas vite, les choses vont changer. Mais les profs ont des besoins, il faut répondre aussi à leurs besoins. Oui, Sylvain, je te laisse suivre avec Bien, en fait, je pense que nos directions ont un leadership à assumer. Elles doivent témoigner de cette nouvelle réalité-là, de ces nouveaux défis-là. S'il n'y a pas une vision claire de nos établissements d'enseignement supérieur, j'inclus les cégeps et les universités, on ne pourra pas aider le personnel enseignant à faire face à ces défis-là parce qu'on a des employés de tous les groupes d'âge avec toutes les histoires de vie, toutes les trajectoires de vie. Puis ces gens-là ne sont pas rendus au même niveau, on a tous des billets. À l'UQAM, on est passé en 1985 d'un modèle médical qui était l'intégration des personnes handicapées à janvier récemment, un bureau de l'inclusion de la réussite étudiante. Donc, il faut regarder qu'au cœur de nos pratiques, il y a 3 mandats, l'équité, la diversité et l'inclusion. Et que ça, là, ça inclut autant le ou la concierge que le recteur ou la rectrice ou ce que la directrice ou le directeur du collège ou du cégep. C'est important. Et au milieu de ça, il y a tout le spectre
qui sont les gens à la cafétéria, qui sont les gens à la sécurité, qui sont le personnel enseignant. On doit tous s'asseoir ensemble pour dire, ben voilà, la société a changé, a évolué, puis on souhaite aller vers ça. Une dernière chose, je mettrais mon chapeau de plus membre à la Commission des droits de la personne. Bien, il y a un principe légal qui s'appelle l'accommodement raisonnable. Et l'accommodement raisonnable, bien, il est au-dessus de la liberté académique. Donc, quand on rencontre certaines résistances, on doit se ramener à l'idée de est-ce que je veux favoriser la réussite de l'étudiant, de l'étudiante qui rouvre une partie de sa vulnérabilité devant moi? Un étudiant qui arrive avec tout son petit change là, pour nous dire, écoutez, j'ai l'air d'une jeune fille, mais je suis en processus pour devenir un monsieur, ou je suis quelqu'un qui a une dyslexie, puis je ne sais pas si je vais être infirmière, mais j'aimerais ça beaucoup l'essayer. On doit entendre ça. On doit avoir de l'empathie. Puis si on n'a pas, on doit aller en acheter dans les grandes surfaces parce qu'on va avoir une usure d'empathie. Parce que vous, contrairement peut-être aux universités, vous les avez encore plus jeunes, avec plus d'espoir, puis une construction identitaire qui n'est pas encore enracinée, qui est fragile et qui peut dévier dans des mauvaises directions. Nous, à l'université, on les a des fois après une intégration au marché de l'emploi. Donc, ils arrivent avec un bagage peut-être du collégial moins fort, mais une expérience professionnelle qui va être un gage de leur réussite en milieu universitaire. Donc, on doit faire des événements comme aujourd'hui, initiés par les CRISPECH, mais interordres. Parce que quand Carole a un étudiant dans sa classe, si elle travaille à ses réussites, bien, s'il vient à l'université, je vais être content aussi. Mais s'il décide de retourner au cégep parce que l'université, ce n'est pas le bon moment pour lui, je pourrais l'orienter vers les bonnes ressources, vers le bon soutien. Et il faut aussi avoir un leadership que service adapté, il faudra peut-être questionner ça pour dire on est dans un modèle médical qui devrait peut-être plus service à la réussite étudiante et à l'inclusion. Et là, on pourrait inclure tous les étudiants qui ont des besoins, comme disait Catherine aussi. Il y a des besoins qui peuvent être circonstanciels, il y a des besoins qui peuvent être temporaires, puis il y a des besoins qui peuvent être permanents. Mais tout ça est lié à la réussite. Tout à fait. Ça soulève la question, quand je vous entends parler, il y a plusieurs choses à démêler. Il y a la responsabilité de l'enseignant, il y a la responsabilité des institutions aussi, au niveau de la circulation de l'information, du positionnement de la posture inclusive. Hein? Qu'est-ce que mon établissement d'enseignement, qu'est-ce que mon collège promeut en termes d'inclusion, puis comment y a-t-il un fil conducteur à l'intérieur d'une même institution par rapport à l'inclusion des diversités. J'aurais le goût de vous entendre là-dessus sur la responsabilité partagée quand on parle d'inclusion, parce qu'on parle des représentations enseignantes, hein, les représentations sociales étant un construit qu'on se fait, basé sur nos valeurs, nos opinions, nos croyances. On a une attitude qui va être positive ou négative face à un concept ou une réalité. Donc, notre représentation sociale, elle s'inscrit dans un milieu. Donc, si moi, je suis prof au Cégep du Vieux-Montréal, bien, j'ai aussi ma représentation sociale est construite de mon milieu. C'est quoi les forces en action dans mon milieu? Qu'est-ce qu'on pense de la diversité dans mon milieu? Qu'est-ce qu'on pense de l'inclusion de cette diversité-là? Alors, ça devient lourd pour un prof de tout porter puisqu'il y a un échange constant entre mon milieu puis comment je me représente les choses, mon rôle, ma tâche. J'aurais le goût de vous entendre là-dessus sur cette responsabilité partagée-là entre l'institution puis le prof qui est dans sa classe, puis des fois qui n'est pas expert de la diversité qui est devant lui, puis qui, oui, certainement, a une responsabilité à prendre là, pour s'informer puis être proactif pour le bien-être de ses étudiants en classe. Je peux peut-être commencer. Tu sais, juste une notion, un morceau très important qui est les évaluations. Ben, si je prends cet exemple-là, j'ai une étudiante dont le français, c'est une deuxième langue. Si je peux lui donner l'opportunité de faire un examen oral plutôt qu'écrit, c'est pour atteindre la même compétence, pour évaluer la même compétence, c'est une belle opportunité. Mais si mon cégep me le refuse, là, je me retrouve dans un... C'est ça, quand on dit il faut que l'institution se positionne là-dessus. C'est là que c'est important aussi de sentir cet appui-là qu'on ouvre. Dans la CUA, on dit diversifier les moyens d'évaluation, mais si dans la politique, dans la PIA, on me l'interdit. Donc, c'est là où ça peut être effectivement important là, de l'appui de la direction, puis cette volonté-là. Tout à fait.
Peut-être, Christine, juste pour rebondir sur ce qu'Isabelle vient de dire, c'est la compétence qui doit être évaluée. Si c'est un cours de français et que la connaissance du français fait partie des compétences à atteindre, ben ça va être un examen écrit parce qu'on doit évaluer autant l'oral que l'écrit. Par contre, si c'est un diplôme en art plastique où la compétence en français est quelque chose de transversal, mais qui n'est pas une compétence liée à cette technique-là ou à son bac, on peut, mais je ferai la différence importante entre des compétences liées à une profession par l'obtention d'un diplôme, parce qu'on veut que l'étudiant ou l'étudiante qui se diplôme ait le même diplôme et la même évaluation des compétences que l'autre, mais le parcours pour y arriver, et c'est ce que dit la Charte des droits et libertés du Québec et le principe de l'accommodement raisonnable, peut s'ajuster. Et l'accommodement raisonnable ne repose pas sur une condition permanente comme la loi sur l'exercice la loi 56 est sur l'exercice du droit des personnes handicapées. Elle repose beaucoup plus sur un défi ou une problématique de santé. Donc, on a tout intérêt à avoir dans nos pratiques l'idée de qu'est-ce que je vais évaluer. Là, c'est du cas par cas. Et que notre représentation sociale est la même qu'on peut avoir eue pour des femmes il y a 30 ans qui sont allées dans des domaines réservés aux hommes. Et de grâce, on a eu des meilleurs succès parce que des femmes sont allées dans des professions qui jadis étaient réservées aux hommes. Donc, on doit rester ouvert qu'il y a peut-être une façon d'évaluer qui doit être différente parce que la réalité aujourd'hui est différente puis que les compétences à atteindre au sein d'une entreprise peuvent être comblées par une idée d'équipe et non pas d'un seul et même individu. Si je relance ma question, est-ce que, Carole, tu voulais rebondir sur la question de la responsabilité partagée? Oui, oui, je veux rebondir là-dessus parce que les profs ont raison à certains égards de sentir le poids de cette responsabilité-là sur leurs épaules. Puis c'est souvent revenu dans des assemblées syndicales ou des documents syndicaux en disant, ben, c'est comme si on disait, ben là, rendez donc vos classes plus inclusives et soyez donc tous plus inclusifs. C'est vrai. Sauf qu'il faut que l'ensemble du système permette ça et que ça ne soit pas juste dans la liste des choses qui sont à faire par la direction du collège. Genre là, il faut que j'agrandisse le stationnement, il faut que j'aille une nouvelle aile, il faut que j'aille ici. Et puis, il faudrait peut-être que ça soit plus inclusif. Là, ça fait partie de ça. Non. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire de changer les choses en profondeur. Dans le collège où j'étais, le service d'aide aux étudiants à l'apprentissage, qu'on appelait service d'aide à l'apprentissage, était dans un bout du collège, des services pédagogiques complètement à l'autre bout. Je veux dire, vraiment loin, là. Les gens, c'est sûr qu'on peut prendre le téléphone, mais tout le monde étant tellement surchargé, il n'y avait pas d'espace pour ça. Je pense, entre autres, à Anne-Marie Duval, qui travaille beaucoup à faire la promotion des équipes interprofessionnelles. Mais les équipes interprofessionnelles, de plus en plus, ont leur place. Pour revenir à l'exemple d'Isabelle, Isabelle, ton collège ne peut pas te refuser de proposer un examen oral plutôt qu'un examen écrit, comme disait Sylvain, à moins que ce soit une compétence sine qua non dans le devis du cours. Mais sinon, il ne peut pas te refuser. C'est justement, c'est le conseiller pédagogique qui peut t'aider avec ça. Puis regarde, tu sais, des fois, on est mêlés là, avec les documents du gouvernement, puis c'est super compliqué, toutes sortes de termes. Mais on regarde ça avec le conseiller pédagogique, donc c'est la spécialité, puis on se rend compte de hey, ça, ce n'est pas une compétence de mon cours. Moi, j'aime ça faire des exposés oraux, mettons, mais j'ai un étudiant, là, il est tellement anxieux que, je veux dire, il est prêt à lâcher le cours parce qu'il pense à ça. Puis, je ne pourrais pas faire autre chose pour lui ou pour elle. C'est sûr que c'est bon, mais en même temps, si ça le rend tellement anxieux qu'il n'aura même pas traversé le cours, bien là, c'est plus bon du tout. Là. Je serais curieuse d'entendre Marie-Pierre on parle de responsabilité partagée entre les enseignants qui portent la posture inclusive en classe et l'institution d'accueil, l'institution dans laquelle se trouvent ces enseignants-là. Marie-Pierre, est-ce que toi, tu sens dans les différents cours auxquels tu as participé ou auxquels tu participes en ce moment, puis dans les différentes institutions que tu as fréquentées, une distinction entre « je sens qu'il y a un enseignant qui a une posture inclusive en classe, puis je sens que mon institution elle a une posture inclusive. » Est-ce que tu arrives à sentir un pouls de part et d'autre ou tu sens que c'est surtout l'enseignant qui porte le projet de l'inclusion? Oui, ben, effectivement, oui, je pense que c'est beaucoup l'enseignant. Puis
ce que je voulais dire aussi, je ne sais pas si si je me trompe ou quoi que ce soit, mais des fois, justement, tu sais, l'enseignant veut vraiment bien faire, puis il veut aider ou il veut donner du temps, puis tout ça, sauf que le problème, c'est que nos horaires sont tellement occupés aussi. J'ai l'impression que le monde, peut-être, je ne sais pas, là, mais j'ai l'impression que peut-être que le monde ne prenne pas le temps aussi de, de parler de cette question-là, puis de réfléchir à ça. Parce que les enseignants, j'ai l'impression que vous avez tellement de réunions départementales, puis j'entends tellement ça. Ah, là, aujourd'hui, je peux pas, cette semaine, j'ai 3 réunions départementales. OK, ben, tu sais, je veux dire, c'est cool, mais est-ce qu'il y a moyen de, tu sais, d'organiser un peu le temps pour qu'on parle de ce sujet-là, pour qu'on prenne le temps de... Parce que c'est sûr que, tu sais, un enseignant, mettons, je vais prendre mon exemple, qui a un élève non-voyant ou malvoyant, c'est sûr qu'il faut qu'on parle ensemble pour que lui comprenne, justement, pour qu'il soit capable d'être inclusif, parce que tu peux pas être inclusif, ça s'apprend à être inclusif avec les cas particuliers, parce que c'est sûr que chaque élève est unique, chaque étudiant est unique, puis c'est sûr que si l'étudiant est en plus un marqueur de diversité, puis qu'il a besoin de services supplémentaires ou qu'il a besoin de changements dans le cours qui est donné, c'est sûr qu'il faut qu'il parle à l'enseignant. Moi, je privilégie vraiment beaucoup plus la communication, puis tu sais, surtout la communication entre élèves et enseignants aussi, avec les services adaptés qui aident en background, mais c'est sûr que je pense que si l'enseignant veut être inclusif, il faut qu'il, justement, c'est qu'il apprenne puis qu'il se documente, entre guillemets, un petit peu quand même, parce que c'est... Puis tout le monde, c'est pour ça, pour tout le monde, là. Moi, j'ai bien beau être handicapée visuelle, je sais pas comment ça marche, comment ça fonctionne la vie d'une personne avec un fauteuil roulant, tu sais. Fait que c'est ça, comme je disais, je pense qu'il y a du temps aussi à donner par rapport à ça. Je me suis peut-être éloignée un peu de la question, mais tu sais, tout ça pour dire que effectivement, je pense que le système de la direction du cégep est un peu peut-être déconnecté de ce que vivent les gens, autant les étudiants que les enseignants sur le terrain. Puis c'est ça. Donc, dans ton rapport à l'institution ou à ta formation, c'est plus avec l'enseignant que la posture inclusive va se manifester. Oui, vraiment. Merci, Même les Marie-Pierre. services adaptés ne sont pas... des fois, justement, sont dans leur bureau, ne sont pas nécessairement sur le terrain. C'est compliqué des fois, tu sais, je vais dire, ah, ben là, il faut que je fasse un tel travail, puis tout ça, mais tu sais, en musique, par exemple, ma conseillère, elle lit pas la musique. Fait que là, tu sais, il faut que je trouve un moyen de faire ça autrement, puis fait que c'est comme plein de petites affaires aussi qui sont comme pas faciles des fois parce que les services adaptés, tu sais, ils travaillent de 9 à 5 ou tu sais, ils travaillent pas, là, ma conseillère ne travaille pas le vendredi. Ah, ben, OK, on va se débrouiller autrement. Fait que c'est sûr que ça va plus vite, des fois, de passer par l'enseignant, mettons, que par les services adaptés. Puis les services adaptés, il faut comme prendre rendez-vous. Puis en plus, avec la pandémie, il faut parler au téléphone. On peut pas aller les voir dans le bureau directement. Fait ouais, effectivement, c'est assez frustrant des fois, ce côté-là. Donc, ce que j'entends en plus, c'est une réalité où peut-être qu'il y aurait bénéfice à avoir plus de travail interprofessionnel, comme le mentionnait Carole tout à l'heure, au niveau des cégeps. J'aurais le goût de voir si Catherine, tu avais le goût de rebondir sur la question de la responsabilité partagée. Oui, bien, il y a quelques idées. Là. La première, c'est que c'est un enjeu de réussite, c'est un enjeu d'accès aussi, le fait d'avoir une approche inclusive. Puis, je pense que oui, les institutions doivent se positionner de manière claire auprès des professeurs, de leur demander d'accepter les pronoms neutres et de respecter les pronoms neutres, par exemple. Parce que j'ai l'impression que les professeurs peuvent être dans une tension dans leur rôle entre le bon français, donc gardien de la langue, puis être inclusif, par exemple avec les étudiants qui utilisent les pronoms neutres. J'aimerais ça juste recontextualiser parce que Catherine, toi, tu as fait un projet, puis je pense qu'on ne l'a pas contextualisé là, sur le genrement. Je ne sais pas si tu veux juste nous introduire le contexte de ton propos.
Oui, donc j'avais travaillé, en fait, j'ai fait un petit projet de recherche dans le Cégep du Montréal pour voir, en fait, quelles sont les pratiques de genrement dans la classe. Donc, les professeurs, j'ai fait des photoscopes avec des professeurs sur leurs pratiques de genrement, puis comment ils approchaient, par exemple, l'appel des listes de classe, comment ils utilisaient les pronoms neutres ou non pour les étudiants qui les utilisent. Puis j'ai aussi interrogé des étudiants de la communauté LGBTQ+, dont plusieurs étudiants qui utilisaient les pronoms neutres et voir un peu leur relation à leurs professeurs dans ce contexte-là. Puis donc, c'est ça, ce que je constatais, c'est que s'il n'y a pas la volonté de l'institution de dire comment faire, dans le fond, les professeurs vont parfois être tentés d'être conservateurs sur le plan de la langue, puis de mettre des fautes d'orthographe parce que la personne n'a pas bien accordé ses pronoms. Ça, c'est un exemple. Puis, je pense que les institutions devraient même proposer un peu des façons de faire, parce que les pratiques de genrement, c'est pas juste pour les étudiants non-binaires, par exemple. C'est important pour les étudiants de à peu près toute la communauté LGBTQ parce que du moment où on binarise le genre dans la classe, que ce soit par une petite joke ou que ce soit par la façon d'aborder des questions de manière hétéronormative, par exemple, ben, on en vient à exclure, dans le fond, les personnes. Puis, je pense que les professeurs ne sont pas au courant de à quel point leur langage est chargé, souvent de manière hétéronormative, genre normatif. Puis, tant qu'on ne leur demande pas de le faire, donc d'être inclusif, je pense que c'est dans l'angle mort, puis ça reste dans l'angle mort. Donc, comme c'est un enjeu d'accès, ben, il faut aller jusque-là. Donc, par exemple, pour Vieux-Montréal, je sais qu'il y a une politique de langage inclusif qui est en rédaction, qui est presque terminée, qui va sortir, donc qui va s'appliquer à l'institution entière. Ça, je trouve que c'est vraiment un bon du Cégep du Montréal pour Donc, une volonté de l'institution de prendre les devants sur des questions de pratiques inclusives là, en regard du genrement. Et j'ajouterais, Christine, si tu me permets, que ben, pour faire le pont avec ce qu'on disait précédemment sur la formation, je pense que si on demande juste aux profs de faire attention au genrement, mais sans expliquer le pourquoi, c'est là que, quand je dis qu'il faut développer une posture, c'est la même chose que moi, dans mon champ d'intérêt, il y a la question des sujets sensibles, par exemple. Le mot en N. Si on dit juste, utilisez pas le mot en N, mais on n'explique pas pourquoi. Après, c'est vraiment la sensibilisation, la formation sur d'où ça vient, ça, et pourquoi c'est blessant, et pourquoi c'est important, et pourquoi, une personne en transition, pourquoi on doit utiliser le prénom qu'elle nous donne. Mais si on a sensibilisé, ça va venir tout seul. Tu vas comprendre pourquoi tu fais les choses. Il y a vraiment un besoin de sensibilisation, formation pour bien saisir ça et les besoins, puis peut-être éviter. Moi, ce qui me touche toujours dans la question des étudiants et de leurs besoins, c'est comment, par exemple, Marie-Pierre doit aller parler à chacun de ses profs pour dire moi, mon besoin, c'est ça, non, non, tu sais, alors qu'elle devrait peut-être être, on devrait comme prof, avoir déjà cette information-là, puis qu'elle ait un minimum à nous donner, mais qu'on sache déjà comment agir, puis quels sont les outils possibles et tout ça. Là. Donc, c'est quand on va à la pièce chercher nos besoins, puis convaincre, puis peut-être risquer aussi qu'un prof dise non, moi, je ne t'accommode pas. Je trouve qu'en matière de droit et d'équité, comme Sylvain le disait tantôt, on passe à côté. Donc, vraiment, je pense que le mot d'ordre, c'est sensibilisation, formation pour que les profs développent et comprennent à quel point c'est important, finalement. Je pense que ça nous amène à la prochaine question qui porte sur les représentations ou la transformation des représentations. Parce que ce que tu nommes, Isabelle, c'est
Comment on peut s'assurer de pratiques inclusives? Bien, il y a eu depuis 10 ans plein de formations, de webinaires, de conférences qui s'adressent spécifiquement sur les pratiques inclusives, qui portent spécifiquement sur les pratiques inclusives et qui s'adressent aux enseignants. Maintenant, effectivement, le fondement de l'approche inclusive n'est pas toujours explicité. Et l'approche inclusive est arrivée en parallèle avec l'instauration des SAID dans les collèges et les universités. Donc, d'un côté, on a des mesures d'accommodement qui sont plus de l'ordre de l'intégration basée sur un diagnostic, puis de l'autre, on a la conversation sur les pratiques inclusives à promouvoir en salle de classe, où on va réfléchir aux besoins de nos étudiants en amont pour minimiser justement la responsabilité étudiante par rapport à leurs besoins finalement pour être dans une équité quand on parle de parcours académique. Mais ce que les recherches disent, c'est, bien, OK, les pratiques inclusives, c'est comme l'aboutissement d'une réflexion, d'une intériorisation de la compréhension du projet inclusif. Donc, la posture inclusive, ce n'est pas la même chose que la pratique inclusive. Et donc, les représentations enseignantes, puis c'est de là le titre de ce panel, de dire comment on se représente la diversité qui est devant nous, puis les nouvelles diversités. Puis on n'a pas fini, il va sûrement y avoir d'autres diversités qu'on n'a pas encore anticipées qui vont arriver en salle de classe, puis pour lesquelles on va devoir s'ajuster. Donc, comment on peut agir sur les représentations enseignantes de ce que c'est la diversité, puis de ce que c'est l'inclusion de cette diversité-là qui va éventuellement transformer nos pratiques parce qu'on va avoir ancré dans notre identité de prof, bien, OK, là, je comprends l'égalité, la non-discrimination, je comprends ce que c'est d'avoir comme valeur la compassion, de me mettre à la place d'eux, vous parlez d'empathie, la solidarité avec ma classe étudiante. Donc, comment on pourrait réfléchir à la transformation de ces représentations enseignantes avant même de parler de changer les pratiques en classe ou en parallèle? Peut-être, Christine, si tu me permets, parce que je pense qu'on parle d'outils, le personnel enseignant, puis je pense que c'est important. Actuellement, dans l'ensemble du milieu, tant collégial qu'universitaire, l'enseignant ou l'enseignante se retrouve devant une classe la première journée. Il y a peut-être eu une feuille de présence où il qu'il peut y avoir des filles et des gars, mais il n'y a aucune idée du profil socio-démographique de ce groupe-là. Si, quand je m'inscris dans un collège ou dans une université, je pourrais m'auto-déclarer sur comment moi je me définis comme individu. On pourrait peut-être avoir une tarte sociale démographique que l'enseignant aurait 1, 2 ou 3 semaines avant son cours. Ça, pour moi, ce n'est pas encore l'inclusion. On est dans l'idée de l'intégration, mais c'est la démarche pour nous amener vers l'inclusion. Et après, plus l'enseignant, l'enseignante va déjà avoir une idée que, cette année, mon Dieu, mon cours de septembre, 90% des étudiants sont issus de minorités. 10% ont refusé de répondre ou 5% s'identifient comme des personnes du mouvement LGBT+, donne une idée de comment il devra préparer son cours et le prévient de sujets délicats, puis il devra mieux préparer son cours. Au lieu de penser qu'un cours est donné pour toute la durée de sa profession sans évoluer. Un cours évolue, les mentalités évoluent. Ça, c'est la première chose que je pense que les directions pourraient faire aussi dans l'idée de faire de la formation, mais de garder le personnel enseignant. L'inclusion est un processus puis une démarche. Et tu l'as bien soulevé, Christine, ce qu'on met aujourd'hui en place dans 10 ans, ça serait intéressant de discuter parce que moi, je suis issu du monde où j'ai connu le mot infirme, le mot handicapé et le mot situation de handicap. Et j'entends encore des fois des gens dire les handicapés. Ben, excusez-moi, ce serait le fun qu'on dise au moins personne pour pas juste me résumer à mon handicap. Puis pire, des fois, quand je me déplace, on dit « Ah, mon Dieu, sur ce vol-ci, j'ai un fauteuil roulant. » Ben, excusez-moi, ce n'est pas le fauteuil roulant qui part au soleil, c'est la personne qui utilise le fauteuil roulant. Donc, de sensibiliser, moi, c'est ma force, mais ce n'est pas la force de tout le monde. Et la différence entre peut-être Marie-Pierre et moi, c'est que Marie-Pierre est venue au monde dans un monde beaucoup plus accessible et elle est peut-être beaucoup plus dans une réalité qui n'était pas la mienne. Donc, moi, j'assume que j'ai une partie d'éducation, mais ça serait dommage que la partie éducation ne repose que sur la personne qui vient nous voir pour nous faire part de sa réalité et que la représentation sociale qu'on a, ben, elle est fausse, là. Au même titre que pour entrer dans l'armée ou être police, ben, avant, il fallait avoir 6 pieds, 4 pieds
et les yeux bleus. Aujourd'hui, on a des femmes qui peuvent être policières et on a changé la description que le poids et la grandeur n'est plus un critère pour entrer dans ces professions-là. Et ça soulève quand même la question de comment on les transforme, ces représentations-là, puis ces normes, Carole. Bien, les représentations, là, en tout cas dans la théorie des représentations sociales, une représentation, tu ne peux pas la transformer. Tu peux l'abandonner par en adopter une autre. Et puis, il y a aussi l'interprétation de la représentation. C'est une façon, il y a quelque chose de vraiment identitaire là-dedans. C'est que dans les cégeps, on est des départements. Moi, j'étais dans un grand département. Donc, c'est comme notre petit univers. On partage avec les autres parce qu'on veut être accepté des autres. On travaille avec les autres. Donc, on partage avec eux à peu près les mêmes représentations qu'on interprète à partir de nos valeurs personnelles. Maintenant, il y a un élément des représentations, tu en as parlé tout à l'heure, Christine, il y a beaucoup d'éléments dans une représentation, mais un élément aussi, c'est que la représentation, ça se construit beaucoup sur la communication parce que souvent, la représentation se crée pour expliquer quelque chose de nouveau. Donc, quand on a eu des étudiants en situation de handicap, encore Catherine, quand je pense à votre sujet, mais c'est quelque chose qui est tout à fait nouveau. Là. Comment moi je me situe là? Je dois dire, même moi personnellement, maintenant je n'enseigne plus au cégep, mais quand j'en entends parler, ça a beaucoup fait de chemin, beaucoup de discussions, entre autres avec mes enfants sur le sujet, mais comment je me positionne par rapport à ça? Comment c'est quelque chose de nouveau, j'essayais de comprendre et on construit ça. Donc, la communication est très importante et justement, on en revient avec les formations. C'est que les formations, c'est une forme de communication. Puis peu à peu, avec ces formations qui vont rendre les gens plus solides, qui vont voir que c'est possible de changer des choses dans mon collège, c'est possible de faire les choses différemment sans que ça de me prendre la tête et que ça soit trop difficile. Eh bien, je vais abandonner peut-être cette représentation de c'est négatif, c'est difficile, c'est compliqué, c'est des caprices, je sais. Je vais mettre ça de côté, puis je vais adopter peu à peu des représentations qui sont beaucoup plus positives et qui vont m'aider justement à faire face à la diversité. Je pense que Sylvain, ce que vous disiez aussi est vraiment, j'ai pris la parole, mais je pense que pour transformer les représentations ou les changer, comme Carole, je pense que la connaissance de la composition de la classe est vraiment importante. Puis la classe, donc dans les statistiques que j'ai vues sur mon sujet, donc, dans la classe, il y a 50% des personnes qui sont dans notre classe qui ont un proche qui est dans la communauté LGBTQ+. Puis par rapport au handicap, je présume que c'est le même genre de statistiques. Donc, c'est un enjeu social. Puis je pense que c'est là que le professeur c'est ce que le professeur doit avoir comme perception, et non pas que c'est un enjeu minoritaire, puis il y a 2-3 personnes dans ma classe, peut-être, qui sont touchées par ces questions-là. C'est plus vaste que le professeur le pense. Puis je pense que ça, c'est un point de départ pour transformer la façon dont on conçoit notre classe. Oups, merci Catherine. Dans les façons d'amener le changement aussi, c'est sûr qu'on peut être des agents de changement dans nos départements, dans nos programmes, amener sur la table nos réflexions, contaminer nos collègues. Il ne faut pas oublier ça aussi. Ça va aussi peut-être, Isabelle, dans l'idée d'embaucher des gens issus de tous ces groupes-là. Si on côtoie des collègues différents de nous, on s'enrichit. Ce n'est pas la différence qu'on doit craindre, mais l'indifférence. Donc, si tout le monde autour de nous est blanc, hétérosexuel, de classe moyenne, blond, les yeux bleus, on va croire que c'est une norme. La seule norme qui existe, c'est la norme de la différence. Donc, oui, ça, on devrait en rendre compte aussi dans les départements de la diversité.
Donc, là, il nous reste à peu près une quinzaine de minutes pour échanger. On aimerait prendre des questions. Je pense qu'Émilie a des questions en banque pour nous. Je serais curieuse d'entendre de vos 5 perspectives là, un conseil à donner à un enseignant, à une institution. Qu'est-ce qu'on pourrait se donner comme objectif pour le futur quand on parle de l'inclusion de la diversité? On veut accroître l'adhésion à des postures inclusives, à des pratiques inclusives. Comment on pourrait, quel conseil vous auriez à donner? Comment on pourrait orienter la suite? La première chose qui me vient en tête, c'est fais tes recherches. Fais tes recherches, par contre, au bon endroit. D'ailleurs, en 2016, il y a une recherche, il me semble, c'est des gens du CAM qui ont publié une recherche sur le sentiment d'efficacité personnelle à l'égard des personnes, je pense, en situation de handicap ou avec troubles de santé mentale, je ne me souviens plus, mais il disait que les gens qui avaient une formation sérieuse, soit une formation universitaire, ou qui avaient pris leurs informations au bon endroit, étaient beaucoup plus ouverts, beaucoup plus enclins à s'ouvrir, à s'informer davantage, puis à changer leur pratique. Donc, j'ai fait un peu une boutade, mais je pense que d'inviter un jeune prof, c'est super stressant avec un jeune prof, là, donc il faut déjà préparer ses cours et tout ça, mais dire, bon, mais donne-toi une chance, vas-y tranquillement, puis ouvre-toi, va chercher de l'aide autour de toi, vas-y une bouchée à la fois, mais surtout ouvre-toi et va t'informer pour devenir un meilleur prof. Ça prend du temps, puis donne-toi le temps de devenir un meilleur prof. Merci, Carole. Surtout qu'on sait que l'information, ça fait partie du contenu de la représentation. Merci. Quelqu'un d'autre? Oui, je vais y aller. Écouter pour comprendre, pas nécessairement pour répondre. Je donne beaucoup l'idée que le temps supplémentaire qu'on accorde à un étudiant sur son handicap parce qu'il y a un droit, bien, ce droit-là peut être aussi accordé peut-être pour un étudiant, une étudiante dont le père serait en phase terminale de cancer, puis il ne veut pas faire une reprise d'examen parce qu'il a peur que ça tombe au moment où son père décède, puis il préfère. Et donc, et Carole l'a bien dit, c'est de communiquer, c'est de recevoir l'autre aussi. Je ne pense pas que les gens soient foncièrement méchants. Ils sont foncièrement méchants quand ils ne prennent pas le temps d'écouter et quand on a une approche normative. Et je dis toujours, ben, de faire un buffet puis de ne pas prévoir du sans-viande aujourd'hui, ça ne se fait pas. Donc, ben, pourquoi pas présupposer que ben, on a une diversité d'étudiants, on a une diversité d'apprenants devant nous, on a une diversité de points de vue qui peut enrichir notre classe. Et moi, mon rôle, c'est d'amener, comme enseignante, une capacité de réflexion. Dire ça, c'est du domaine de l'opinion. Moi, ce que je vous demande, c'est des faits, revenir et sur quel auteur, quelle autrice tu appuies ton discours pour une approche d'une pensée réflexive. Et ça, c'est tout l'avantage d'avoir au collégial des cours de philosophie et d'autres, c'est d'amener à préparer le monde à avoir des citoyens, des citoyennes de demain capables de réfléchir par eux-mêmes et de prendre des décisions en conséquence. Merci, Sylvain. Je peux peut-être continuer. Ben, j'abonde dans le même sens que mes deux collègues, mais j'ajouterais d'être conscient qu'on est que ce sont des jeunes en construction identitaire, qu'on se doit d'embrasser la diversité, puis de l'illustrer aussi à travers nos contenus, avoir le regard sur ce qu'on fait en se disant, je suis en train de véhiculer des préjugés, des stéréotypes, qu'est-ce que je peux faire pour mettre plus de nuances dans mon discours? C'est aussi ça, valoriser justement cette diversité-là et trouver à travers notre pédagogie comment chacun peut exprimer et montrer aux autres qu'il n'y a pas juste un point de vue sur un sujet, qu'il y a différentes façons de voir les choses. Moi, je m'intéresse beaucoup à la diversité culturelle. Là. Vous comprendrez que c'est quelque chose qui me tient beaucoup à cœur, mais je pense que ça s'applique aussi dans plein de contextes aussi, parce que la diversité elle prend plusieurs formes. Donc, c'est vraiment ça, être sensible à
comment un jeune reçoit le discours de son prof. Ils sont en construction identitaire, ils sont sensibles à ça, mais aussi valoriser la diversité, pas juste la voir comme menaçante. On disait depuis tantôt que le prof il peut se sentir dépassé un peu par tout ça, mais si on dit « Waouh, c'est beau, la diversité, c'est le fun, on apprend de l'autre, hey, j'avais pas vu ça comme ça », ben, c'est enrichissant aussi entre étudiants de constater ça. Donc, moi, c'est un peu ça que je donnerais comme conseil. Merci, Isabelle. Catherine, Marie-Pierre? Ben, je peux y aller. Honnêtement, comme tout le monde a dit, je pense que l'écoute puis la communication, c'est super important. Puis c'est surtout que, en fait, dans le projet du PAREA, nous, ce qu'on voit beaucoup en ce moment, c'est les biais cognitifs et tout ça. Puis des fois, on n'a même pas conscience qu'on a des biais cognitifs. Puis même, moi, ce que j'ai appris dans ce projet-là, justement, dans le PAREA, c'est que même si tu veux vraiment bien faire, ben, tout le monde a un jugement, puis c'est pour ça qu'on est des êtres intelligents, c'est qu'on a un cerveau, puis on a un cerveau pour juger l'information qu'on traite. Fait que c'est sûr que tout le monde va avoir des certains biais cognitifs qui vont s'appliquer. Puis je pense que l'introspection, c'est super important aussi, la réflexivité et tout ça pour pouvoir tout le temps un peu s'améliorer. C'est sûr que la vie va vite, tout le monde est occupé et tout ça, mais je pense que c'est vraiment important. Plus le temps passe, en plus, plus il va y avoir de diversité, je pense, parce que, tu sais, il y a peut-être 30 ans, la communauté LGBTQ, je pense que c'était pas vraiment connu. On parlait à la limite des homosexuels, mais c'était super tabou. Fait que, tu sais, plus les années vont avancer, je pense, plus on va voir des gens qui vont vouloir comme revendiquer leur traits de personnalité, leurs traits de caractère, physique, etc. Donc, je pense que plus les années vont passer, plus il va y avoir de diversité. Donc, c'est pour ça que je pense que c'est important d'écouter les autres, mais aussi comme de s'écouter soi-même, puis de voir, tu sais, de ne pas hésiter à se demander, OK, est-ce que j'ai des biais cognitifs? Est-ce que, tu sais, je sais pas, de se questionner, tu sais, de se remettre en question. Je pense que c'est pas trop, mais tu sais, je pense que c'est toujours important de devenir une meilleure personne, en fait. C'est au-delà de l'enseignement, je pense que c'est de la société en général. Puis c'est ça. Très juste. Merci beaucoup, Marie-Pierre. Vraiment totalement d'accord avec Marie-Pierre. Moi, une chose que je pense qui est importante aussi, bien, par rapport au genrement, mais ça peut être aussi applicable à la question du handicap. Je pense que c'est vraiment comme de faire l'expérience, dans ce cas-ci, de se faire mégenrer, faire l'expérience de donner un cours en faisant l'effort de faire avec un langage épicène, de se pratiquer à utiliser des pronoms neutres, plutôt que de dire la fille dans le fond de la classe, de dire votre collègue dans le fond de la classe. Donc, vraiment comme c'est toutes sortes de petits gestes, de petites pratiques, vraiment les appliquer pour savoir comment faire. Parce que oui, c'est un savoir-être, mais c'est aussi un savoir-faire, je pense. Puis aussi éviter là, de toutes sortes d'un langage qui pourrait marginaliser les étudiants, ça, dans le genre où la sexualité ne se conforme pas à l'idéologie binaire du genre. Donc, penser aussi à comment on renforce ça, puis trouver des façons de dire les choses autrement dans sa classe. Puis, moi, dernière chose qui me vient en tête, c'est de penser aux étudiants. C'est simple, mais j'ai une petite citation qui provient d'un focus group que j'avais trouvé absolument extraordinaire d'un étudiant qui disait ben, je suis aussi vivant que tout le monde, je suis au cégep. Pourquoi moi, je devrais me sentir mal dans une classe parce que je suis juste moi? Je trouve que ça, c'est vraiment fort parce que c'est ça, en fait. C'est être juste soi dans la classe, c'est pas facile pour plusieurs personnes. Donc, on doit s'adapter à ça.
Merci Catherine pour ce mot de la fin. Je vais me prendre un petit tour de parole pour ajouter à vos voix. Puis je vois plein de fils conducteurs. Je pense qu'on n'en a pas parlé, puis là, je lance ça en ouverture à la fin, mais on en a parlé entre nous précédemment. On n'a pas abordé la question de l'intersectionnalité des identités, mais ça aussi, c'est quelque chose auquel réfléchir. Puis que ce soit d'être plus empathique, de se mettre à la place de l'étudiant, de lui permettre d'être juste lui, tout ce que vous avez nommé, je trouve que ça s'applique aussi, Sylvain disait, laissons les étudiants nommer ce qu'ils ont envie de nommer sur eux. Je pense que c'est un petit peu ça aussi, les identités imposées, quand on parle d'inclusion, c'est pas mieux d'identifier les étudiants par leur situation de handicap, par leur genre. C'est aussi, est-ce que c'est le choix du prof? Est-ce que c'est le choix de l'étudiant? Moi, j'aurais le goût de dire aussi, laissons le choix à l'étudiant de s'identifier comme il a le goût de s'identifier, puis d'avoir cette ouverture-là que aussi, c'est pas noir ou blanc. Il n'y a pas juste une identité qui prévaut, il y a un mélange. Isabelle parlait des constructions identitaires. Bien, c'est une superposition d'identités ou de marqueurs identitaires qui sont présents. Puis on n'est pas juste un étudiant en situation de handicap, comme on n'est pas juste un étudiant, comme on n'est pas juste un parent. Donc, ça serait peut-être mon ouverture à garder en tête aussi, comme dans la posture enseignante vis-à-vis de nos étudiants. Je vais tenter de lancer la parole à Émilie. Je suis là. Merci beaucoup tout le monde. J'ai plusieurs personnes qui ont posé des questions dans le clavardage. Alors, je vais les prendre peut-être pas nécessairement dans l'ordre, mais je voulais faire un lien avec ce que venait de dire Catherine Rouleau, parce qu'il y a une question très spécifique à ce sujet qui a été posée par Rosalie Bergeron, qui nous demande si vous avez des ressources à suggérer pour l'utilisation des pronoms dans le français dans le travaux des étudiants. Et elle voudrait savoir si des formations sont accessibles pour former les enseignants à ce sujet. Bien, il y en a plusieurs. Là, par exemple, si on consulte les assos étudiantes à l'UQAM, je sais qu'ils ont produit un guide. Je n'ai pas un titre précis à vous donner. Là. Moi aussi, il faudrait que je fasse une recherche pour le trouver. Là. Mais je vois passer souvent là, des formations, que ce soit avec des organismes LGBTQ ou par des assos étudiantes. Donc, c'est quelque chose qui existe, là, qui est assez facile à trouver, mais je ne pourrais pas vous donner une référence maintenant. Mais c'est à Montréal, c'est quelque chose qui est trouvable assez facilement. Merci beaucoup, Madame Rouleau. J'encourage des gens qui ont accès à ces informations, qui ont en tête des ressources à les partager dans le clavardage. Sinon, on fera en sorte de vous les rendre disponibles sur le site du symposium dans les jours qui viennent. Il y avait une autre question en lien avec les représentations sociales dont on a parlé tantôt. Pascal Chanou qui demande, là où le prof a aussi une représentation sociale de sa profession, où la liberté académique semble au cœur, comment est-ce qu'on rend l'inclusion non menaçante pour cette liberté? Vas-y, Sylvain. Non, mais vas-y, Isabelle, je n'avais pas vu. Ben, en fait, je reviens juste, c'est que la liberté académique, ça revient un peu à ce que Carole et Isabelle ont dit. Je vais essayer de faire ça simple. C'est que l'enseignante a le droit d'évaluer comme lui le juge en fonction des compétences à atteindre. Donc, c'est ça sa liberté. Mais sa liberté ne lui permettrait pas de discriminer ou d'empêcher un moyen pour pallier le handicap. Pourquoi? Parce que la charte est au-dessus de ça. Donc, la liberté académique, ce n'est pas la liberté de faire ce que je veux dans mon groupe court sans tenir compte. On a un permis de conduire, on peut rouler sur des chemins de campagne, sur des chemins de terre, sur des routes provinciales, mais on doit quand même respecter les feux rouges et les arrêts-stop. C'est la liberté académique qui s'inscrit dans ce cadre-là. Donc, c'est très important. Le contenu peut être du ressort de l'enseignant, mais il s'inscrit quand même dans un vivre ensemble collectif qu'on s'est donné comme société québécoise il y a plus de 45 ans là, avec la Charte des droits et libertés. Donc, peut-être dans l'idée des formations, revenir à des principes logos,
c'est important. Pour moi, c'est la finalité. Par contre, les principes légaux, je préfère beaucoup plus une approche sociale du handicap qui repose sur des facteurs environnementaux et culturels. Donc, avant d'aborder avec un enseignant ou une enseignante l'accommodement raisonnable, je vais parler d'aménagement. Donc, je sollicite l'expertise, le savoir-être, le savoir-faire de l'enseignant et de l'enseignante avant de lui dire « vous avez une obligation légale ». C'est comme arriver avec quelqu'un avec une arme à feu dans sa cour pour dire « vous faites du bruit ». Je vais l'inviter à dire « excusez, hier, vous avez une fête de famille, c'est le déconfinement, je peux comprendre, il y avait du bruit, mais c'est la 10e dans ce mois-ci. » Je vais solliciter le meilleur de l'individu que j'ai devant moi avant d'arriver avec... mais un étudiant, une étudiante qui pense que ses droits sont brimés, ben, il peut aussi porter plainte à la commission, mais le principe de l'accommodement raisonnable, c'est de répondre à un besoin et pas nécessairement de répondre aux besoins de la façon dont la personne demande l'aménagement ou l'accommodement. J'ajouterais, parce que je vois aussi un petit peu les sujets dans le chat sur la liberté académique, c'est un sujet qui m'intéresse beaucoup. On parle beaucoup de comment on aborde des sujets sensibles en classe, notamment. Ben, je pense qu'à la base, si notre étudiant n'est pas bien, n'est pas en train d'apprendre. Donc, si on aborde un sujet puis on ne le fait pas bien, on n'en est pas bien préparé, on n'a pas averti, on n'a pas mis certaines balises autour des sujets qu'on sait sensibles, ben, à un moment donné, on va avoir des étudiants en colère, tristes, mais ils ne sont pas en posture pour apprendre. Donc, je ne pense pas en tout cas, si on à cœur notre profession, ben, il faut être conscient de ça, puis que si on veut que nos étudiants soient dans un environnement pour apprendre, il faut qu'ils soient bien. Donc, ça ne veut pas dire se censurer nécessairement, mais est-ce que quand on aborde un sujet, on est bien documenté pour le faire? Est-ce qu'on est conscient des nuances à apporter puis des balises à mettre? Est-ce qu'il y a vraiment une intention pédagogique qu'on peut présenter aux étudiants pour dire c'est important qu'on voit, par exemple, le racisme systémique. On le sait que ça va toucher des gens, qu'il y a des gens qui vont être touchés par cette question-là, mais je trouve que c'est important de vous sensibiliser à ça et ça fait partie de notre compétence à voir. Puis ça va faire de vous un meilleur travailleur social, par exemple. Tu sais, je dis ça, là. Donc, c'est ça aussi, c'est comment on prépare le terrain. C'est dans la façon de comment faire. Nous, dans le laboratoire vivant avec l'IRIPI, on a des étudiants qui se sont joints à nous, qui sont issus de l'immigration, puis qui préparent des témoignages, qui nous font réaliser, en fait, les microagressions qu'ils peuvent vivre, comment qu'un sujet sensible peut les affecter, tout ça. Donc, c'est des fois par ça aussi qu'on devient à l'écoute de ce qu'ils vivent, puis qu'on n'est pas conscient nécessairement comme enseignant. Donc c'est ça. Je dirais, je compléterais la liberté académique, oui, mais ta liberté tu dois aussi faire attention à cette liberté-là parce qu'il y a des façons de faire qui peuvent heurter, là. Merci à tous les deux. Je voudrais vous rapporter une question qui a été posée au début de nos échanges, mais qui fait le lien avec ce dont on vient de parler avec les enseignants et les enseignantes, qui est une question posée par Audrey Bigra, quand on a parlé de la pression qui pouvait être vécue par les enseignants aussi de la posture d'inclusion, et qui pose la question suivante. Est-ce que cette pression vécue par les enseignants et les enseignantes peut varier, par exemple, selon le statut d'emploi, leur permanence, leur précarité? Est-ce que c'est un jeune étudiant qui veut faire ses preuves? Donc, est-ce que vous, dans votre expérience, c'est quelque chose qui est une pression qui est vécue différemment selon ces contextes-là par les enseignants? Ben, j'aurais quelque chose à dire, là. D'abord, c'est sûr que les profs précaires sont plus vulnérables, puis parfois, étant moins expérimentés, peuvent vivre un stress dans la classe de manière plus dramatique, plus intense, comme pour tout stress qui provient de la classe. Mais des fois, les profs plus expérimentés sont moins flexibles dans leur pratique, puis vont plus se rabattre justement sur c'est ma liberté académique de faire telle ou telle chose. Puis la liberté académique, ça devient un mot qui remplace pas changer mes pratiques. Fait que il y a ça aussi que je trouve
Mais c'est ça. Fait que je pense que oui, c'est le statut. Le statut peut avoir un impact dans le sens que être précaire, c'est un peu plus, on se sent plus vulnérable, être prof commence, on se sent inexpérimenté, peut-être pas capable de faire face à ces pressions-là, mais des fois plus utile parce qu'on sort de l'université et on est plus sensible à ces questions. Moi, j'ajouterais, c'est sûr, quand on commence à enseigner, là, on est juste préoccupé par monter nos cours et nos contenus. Là, on est absorbé, on monte nos cours jusqu'à minuit le soir pour le compte le lendemain matin. C'est ça la réalité d'un prof qui commence, là, vous savez sûrement aussi. Donc, ça prend un certain temps avant qu'on se tourne. Puis on dit, ah, tiens, j'ai des étudiants dans ma classe, il faudrait bien que j'informe de. Ah oui, c'est vrai. Au début, on a presque peur d'avoir une question parce qu'on n'est pas si solide que ça. Hein? Puis, donc, ça prend un certain temps, effectivement, qu'on tombe en dialogue avec notre classe. Qu'on est vraiment vérifié. Parce que quand on dit, avez-vous des questions? Personne ne pose de questions, on est presque content. Là, donc, c'est ça, ça prend un petit temps, mais peut-être qu'effectivement, ceux qui sont formés actuellement à l'université ont déjà des cours qui les sensibilisent à la diversité, ce qu'on n'avait pas nécessairement auparavant. Donc, puis, il y a quand même le nouveau DESS en enseignement collégial où, à ce qui paraît, il y a des cours aussi qui ouvrent à la diversité, à la pédagogie inclusive et tout ça. Donc, ça, c'est assez bénéfique aussi, là. Mais moi, en tout cas, dans ma recherche, c'est sûr que ça a été publié en 2017, là, ça fait déjà un petit moment. Mais ce qui est ressorti des données, en tout cas, c'est que les enseignants plus âgés et plus expérimentés, plus âgés, même ceux qui étaient moins expérimentés, mais quand même plus âgés, parce qu'il y en a qui arrivent dans la profession plus tard, par exemple, des gens qui viennent dans les programmes techniques, mais ceux qui étaient plus âgés avaient plus de réticence à l'égard de l'inclusion que les plus jeunes, même moins expérimentés, parce que les plus jeunes, ils ont vécu ça comme étudiants avec des collègues. Donc, ce n'était pas une situation nouvelle pour eux. Tandis que, bon, il y a quelqu'un tout à l'heure qui parlait de liberté académique, il disait, bon, on a notre représentation, nous, comme enseignants, de qu'est-ce que c'est un bon enseignant. Souvent, quand on est plus vieux, puis bon, on a un bon enseignant pour nous, c'était quelqu'un qui était capable de donner un cours pendant 3 heures, puis d'écrire, de remplir son tableau, puis de donner beaucoup de commentaires écrits en rouge en pâte de mouche sur notre copie. Peut-être que nous, ça nous satisfaisait, puis on a traversé nos études comme ça. Donc, on s'est fait cette idée-là, puis c'est difficile de changer. Donc, c'est ce que j'ai remarqué. Maintenant, je veux dire, peut-être qu'une prochaine recherche pourra nous amener à une autre image, un autre portrait. Là. Émilie, si tu permets, j'aimerais rajouter Bien quelque sûr. chose. L'empathie n'est pas juste d'un côté. Hein. Les étudiants, les étudiantes qui veulent de l'empathie à leur égard puis de leurs différences doivent avoir également cette même empathie-là pour leur personnel enseignant qui est issu d'une diversité d'âge, de champs, d'expertise, d'expérience de vie. Et c'est là où il faut faire la différence entre j'ai des droits, mais tu as également des obligations. Si l'enseignant a des droits, il y a également des obligations. C'est cette rencontre-là qui revient tantôt au dialogue prôné par Catherine, Carole, Isabelle, puis Christine, on a fait un balado sur ça. Pour moi, c'est essentiel, la communication, cette rencontre-là, ce pont-là. Donc, on doit des fois peut-être éduquer aussi quelqu'un et prendre le temps aussi de faire cette rencontre-là pour bien mener à terme la société dans laquelle on veut tous vivre et évoluer. Merci beaucoup, M. Lemay, pour vos réponses à cette question. C'était très intéressant. Puis, j'en profite pour continuer sur le projet Inclusion dont vous parliez tantôt, qui déplace un peu le focus des enseignants sur nos institutions. Par exemple, Madame Alice Havel, dans le clavardage, a demandé si vous pensiez que des lois qui existent, par exemple, aux États-Unis, l'Americans with Disabilities Act, ou ce qui existe aussi en Ontario, viendrait soutenir ou freiner le projet d'inclusion dans nos institutions. Quel est votre point de vue sur le sujet?
Je peux peut-être juste y aller, le mot loi, là. Lundi, c'était le premier conseil d'administration et bilan de la loi canadienne sur l'accessibilité, qui va ne toucher que les composantes fédérales de l'accessibilité. Il y a une loi sur l'accessibilité en Ontario. On a des lois aussi pour faire des stops et respecter la limite de vitesse. Est-ce qu'on les respecte pour autant? Je pense que ça peut être bien. Le Québec a innové dans les années 76 en créant l'Office des personnes handicapées. Est-ce qu'on serait dû pour dépoussiérer tout ça? Je pense que oui, mais nonobstant ça, la Charte des droits et libertés, l'article 10, le moyen pour pallier le handicap, sont des éléments qui sont là, accessibles à tous et à toutes. Moi, je préfère beaucoup plus revenir à l'idée de la communication, l'éducation, parce que je pense qu'un changement, quand il vient de la base, quand il est initié par une étudiante ou une étudiante qui me fait part de quelque chose, est beaucoup plus un gage d'un ancrage définitif et d'un processus. Au même titre que l'arrivée des femmes dans des domaines jadis réservés aux hommes a changé radicalement le paysage de certains organismes et de certaines entreprises. Donc, je serais favorable à des lois, mais avant ça, je pense qu'on a un travail à faire à la base parce que des lois, on pourra toujours les minimiser. Et si on dit des lois, on a besoin d'avocats. Si on dit on a des avocats, on a des tribunaux. Et est-ce que des fois, d'accuser quelqu'un de quelque chose est le meilleur gage du changement souhaité? Je pense qu'il faut prévenir au lieu de guérir. Il faut travailler à cette idée-là du vivre ensemble. Et ça, plus on va avoir des collègues issus des minorités culturelles, issus des mouvements LGBT+, bien, plus on va être conscient des gestes à poser et des blessures qu'on peut faire sans nécessairement le savoir. Mais c'est mon point de vue personnel. Est-ce que d'autres veulent intervenir sur cette question? Christine? Bien, si je peux me permettre, c'est des données issues de la littérature. Je ne sais pas si c'est mon opinion personnelle, mais dans la littérature, c'est clair que l'établissement de politique, qu'elle soit institutionnelle ou qu'elle soit nationale, donne un cadre qui facilite le déploiement de différentes pratiques. Donc, on parlait tout à l'heure de le prof qui se retrouve dans son coin, il y a beaucoup de démarches à faire pour s'approprier différentes connaissances sur ne serait-ce que les marqueurs de diversité ou l'hétérogénéité dans son groupe, il y a sa production au niveau de son cours, sa préparation, l'encadrement. Il y a tellement de cases que d'avoir des fois des politiques qui sont forts, ça peut aider à la mise en place de pratiques communes à l'intérieur ne serait-ce que d'une institution ou un département, et puis faciliter les échanges, puis de dire on s'en va tous dans la même direction. Encore là, c'est les données issues de la littérature, là, c'est pas... Mais j'abonderais, Christine, une politique institutionnelle revient à ce qu'on disait préalablement, c'est-à-dire un leadership de notre établissement d'enseignement. Une politique n'est pas une loi. Donc, pour moi, plusieurs politiques, on en a sur le harcèlement, on en a sur la discrimination, et une politique dans laquelle on va aussi initier formation, éducation, puis pas juste une fois pendant les 10 années. Là. À chaque année, on va resensibiliser, on va solliciter le personnel, mais le personnel de toutes les lignes, oui, j'abonde tout à fait dans ton sens que la littérature va par rapport à des politiques institutionnelles. Et là, ça vient d'un leadership fort, du message envoyé par plus grand que nous vers l'ensemble des composantes de la structure. Puis je pense qu'une des forces de l'Ontario, c'est qu'ils ont aussi je ne connais pas en détail le nom de la loi, ils ont des politiques nationales aussi. Ils ont une grande mobilisation envers un objectif. Et je pense que ça se vit ailleurs au Canada, au Nouveau-Brunswick également. Donc, ça aide à avoir un objectif commun quand il y a une politique établie pour tous. Je vois le temps qui passe. Je sais qu'on pourra se retrouver un peu plus tard dans le lobby pour continuer les discussions. J'avais juste une question en double peut-être à vous poser pour terminer, éventuellement passer la parole à ma collègue Pauline qui a une question pour vous aussi. Mais en fait, on parle de ces politiques institutionnelles, on parle de formation. Je me demandais, est-ce que vous sentez qu'il y a un momentum, comme une fenêtre d'opportunité? On en a parlé des différents mouvements sociaux qui se positionnent en faveur de l'inclusion. Est-ce que vous pensez qu'il y a un momentum aujourd'hui? Puis,
Si c'est le cas, et même si ce n'est pas le cas d'ailleurs, nous, comme participants à ce genre d'événement, ce symposium, que pensez-vous que nous pourrions faire pour porter le projet d'inclusion dans nos communautés respectives? Je dirais en disant d'abord que oui, il y a un momentum, on sent dans mon champ d'intérêt, c'est sûr que moi, Black Lives Matter ou toutes les revendications autochtones, le mouvement de décolonisation, autochtonisation, donc on sent vraiment qu'on se tourne vers l'étudiant, ses besoins, puis la reconnaissance des droits et de la diversité. C'est important ça, parce qu'après, quand on arrive en parlant à nos directions de l'importance d'avoir cette approche-là, puis on a de l'écoute étant donné ces mouvements-là. Donc, mais bon, il reste qu'au point de vue politique, il n'y a pas de racisme systémique. Donc ça, quand on dit au niveau politique, oui, c'est important, les messages qui sont envoyés par nos politiciens. Donc, c'est autre chose, mais je laisse la parole aux autres. Le politique passe, par contre. Les lois restent. Donc, ça peut peut-être aider. Je sais que la Commission des droits de la personne est en train de travailler aussi sur un vocabulaire commun, à définir certains concepts qui sont mal connus ou galvaudés, dont le racisme systémique, pour qu'on puisse savoir de quoi on parle. Donc, ça va être important qu'on puisse peut-être revenir à ça, au même titre que le lexique par rapport aux nouvelles populations qui s'identifient pas comme hommes ou femmes. Donc, ça fait partie du travail de l'éducation. Mais oui, tout à fait. Merci beaucoup. Est-ce que, Pauline, voulais-tu ajouter un mot? Oui, ben, en fait, ça va être un commentaire. Donc, après, je vais laisser la chose ouverte parce qu'on a parlé de beaucoup de prendre le temps d'essayer de comprendre l'autre, etc. Puis, on a aussi parlé des structures. Et en fait, moi, ce que j'ai remarqué, en fait, c'est que j'ai l'impression que le problème, il est encore plus profond que la question de l'inclusion, parce que même la personne la mieux intentionnée, elle n'a même pas les moyens de le faire. Surtout, alors, je pense qu'au cégep, c'est peut-être un petit peu différent, mais à l'université, dans un contexte où un prof, on lui met la pression parce qu'il doit publier 15 articles par année. Bon, j'exagère, c'est pas 15 articles par année, mais moi, j'ai beaucoup entendu ça dans le milieu universitaire, c'est que l'enseignement, c'est pas la priorité. On met la priorité, et puis les établissements mettent la priorité sur la recherche, et ben, surtout comme des universités comme l'Université de Montréal, par exemple. Là, donc, l'Université de Montréal, je ne sais pas si vous avez remarqué à quoi ça ressemble la médiatisation de l'Université de Montréal, là, mais comme moi, en tant qu'étudiante à l'Université de Montréal, tout ce que je reçois des messages de l'Université de Montréal, c'est Université de Montréal, première université en recherche, etc. Puis là, ils mettent la pression sur les départements. Nous, à notre département, on a eu la pression que vous ne produisez pas assez, il faut produire plus, il faut faire plus. Donc, il y a cette espèce de pression au niveau de la recherche. Finalement, le prof qui veut bien faire, moi, j'en ai fait l'expérience. Alors, bon, j'étais en train de faire mon doctorat, je n'étais pas en train de faire des recherches, mais ben, je me suis vite rendu compte que mes bonnes intentions, ben, à la fin, j'étais limitée dans ce que je pouvais faire parce que j'avais la pression de tout le reste et on nous demande à mettre la priorité sur la recherche et puis les profs qui ne produisent pas, les profs qui sont, il y avait la question tantôt en fonction du statut, les profs qui sont nouvellement engagés, s'ils ne produisent pas un minimum dans l'année, ben, leur permanence n'est pas acceptée. Donc, je pense que le problème, il va plus loin. C'est que la structure, c'est comme, je pense que la façon dont on entrevoit l'université est comme à revoir beaucoup plus loin que d'essayer de changer les représentations au niveau de l'inclusion, parce que des fois, la barrière, elle n'est pas là, en fait. Elle est juste dans la structure qui nous accueille, qui ne nous permet pas de le faire. Donc, c'était juste le commentaire que je voulais donner, puis je vais vous laisser là-dessus. Peut-être juste apporter quelque chose de positif que la pandémie peut nous faire. Regardez, en milieu universitaire, on a reconnu que pour les chargés de cours, préparer un cours dans un contexte comme ça nécessitait des heures de plus. Donc, je ne peux pas vous dire, je ne connais pas tout le tenant de ça. Donc, je pense que le leadership auquel je fais référence devra dégager le personnel enseignant pour être formé, pour avoir du temps. Ce n'est pas vrai que c'est une tâche qui va se rajouter. L'inclusion est beaucoup plus important et plus grand que ce que
ce qu'on vient de dire, c'est-à-dire que si nos établissements concèdent que c'est des visions qui nous sont chères, l'équité, la diversité et l'inclusion, ben, ils devront aussi accorder le temps nécessaire à l'ensemble du personnel à y faire face et à développer cette subtilité-là, cette qualité d'écoute et de communication dont on a fait part l'ensemble des panélistes. Je suis certaine qu'au cégep, on va avoir, ça va être le cas, en tout cas, on verra. Et merci beaucoup à toutes et à tous. Christine, est-ce que tu veux clôturer et terminer la session? En fait, je vais remercier tout le monde d'avoir été là, autant les panélistes que les participants. Je pense que ce sont des questions à poursuivre. Toutes les questions qui ont été soulevées aujourd'hui, même celles qui ont été amenées par les participants en fin de discussion. Il y a une évolution dans les pratiques inclusives, dans les postures inclusives. On le sait, depuis les 10-15 dernières années, il y a eu tout un bout de chemin qui a été fait. L'objectif du symposium, c'est de voir vers l'avenir aussi. Je vous remercie pour ces partages et ces questions. Merci. Alors, pour ceux qui souhaitent poursuivre la conversation, rendez-vous dans le lobby, la session Zoom Lobby. Le lien est dans le clavardage. Merci à tous et à toutes. À très bientôt.